Savais-tu qu'il existe 6 facteurs de sens dans le travail ? 6 facteurs essentiels pour se sentir bien, être engagé, motivé et performant. Je t'invite à faire le diagnostic de chacun de ces indicateurs et découvrir en quelques minutes ton plan d'action pour retrouver du sens dans ton travail. Tu trouveras le lien sur la page d'accueil du site pourquoipasmoi.co. Ça va paraître bizarre ce que je vais dire, mais le décès de mon fils, avec son décès, mon fils m'a fait un énorme cadeau. Il m'a vraiment permis de me retrouver moi. Donc c'est un peu égoïste en même temps de dire ça, parce que voilà, enfin on a des épreuves dans la vie et on peut, grâce à ces épreuves-là, vraiment en tirer une énergie qui nous pousse au-delà de nos limites et au-delà de notre zone de confort. Bienvenue sur Pourquoi pas moi. Je suis Charlotte Desrosiers, la fondatrice de Pourquoi pas moi. Pourquoi pas moi, c'est un podcast avec des témoignages sans coupe, des véritables coulisses de ceux qui ont osé écouter leur petite voix et qui ne le regrettent pas. C'est un bilan de compétences, nouvelle génération, trouver ma mission de vie et écouter ma petite voix, finançable à 100% avec votre CPF. C'est un livre, et si je changeais de métier, redonner du sens à son travail. C'est le TEDx, je n'ai plus peur du dimanche soir, et c'est une newsletter hebdomadaire. Pourquoi pas moi ? L'invitation à écouter ta petite voix. Je suis très heureuse de vous présenter aujourd'hui une femme qui m'impressionne beaucoup. Certes, elle a un parcours professionnel avec de multiples reconversions. En effet, Ornella a fait une école pour être institutrice avant de se lancer dans des études de droit. Elle se rend compte rapidement que cela n'est pas pour elle et décide alors de quitter l'Italie pour venir apprendre le français. Elle rencontre alors son mari et le suit aux États-Unis. À son retour en France, elle devient agent immobilier, puis expert judiciaire en immobilier. Mais une fois encore, elle s'ennuie et devient responsable ADV. Ce qui me touche le plus profondément chez Ornella, c'est que son électrochoc, comme elle le dit si bien, lui vient de la mort brutale de son fils. Au début, Ornella ne voulait pas en parler. Je la remercie sincèrement d'avoir accepté de se livrer ainsi derrière mon micro. Après une école de naturopathie et un master en iridologie, Ornella est aujourd'hui iridologue et auteure d'un livre sur le sujet. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers d'Ornella Deloro. Bonjour Ornella. Bonjour Charlotte. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît ? Oui, j'ai choisi un bol tibétain qui est un des premiers objets que j'ai trouvé dans ma quête suite à mon changement de vie, qui m'a vraiment interpellée parce que d'une part la musique et le son, ça me parle beaucoup. C'est quelque chose qui te transporte et qui te met comme dans un état seconde. Voilà. Et ce bol tibétain, alors tu nous raconteras ton changement de vie après. Comment tu l'as découvert ? Alors on était à Montélimar, comme ça en balade, et puis on est passé devant un magasin un peu qui vendait des souvenirs, enfin pas des souvenirs, des choses un peu indiennes, voilà, asiatiques, orientales, on va dire, voilà. Et je suis rentrée parce que j'ai vraiment eu envie de rentrer, j'étais attirée. Et quand j'ai vu les bols, bon, il y en avait de différentes sortes, donc j'étais attirée par ça et je les ai essayés. Et quand j'ai entendu la sonorité de celui-là, ça m'a vraiment interpellée. Et du coup, j'ai découvert ça parce que je connaissais pas trop. J'ai jamais été au Tibet ou en Inde, ou voilà. Mais par contre, c'est vrai que c'est un objet qui me tient à cœur. Lorsque j'ai besoin d'être un peu apaisée, je l'écoute et ça me fait énormément de bien. Super. On en a souvent parlé dans le podcast finalement c'est un peu la musicothérapie. Oui. Et c'est vrai, les bienfaits des ondes sur le corps, ça apaise. Tout à fait. Est-ce que tu pourrais nous raconter où est-ce que tu as grandi ? Alors, j'ai grandi en Italie, j'ai grandi sur le rive du lac de Comme, la côte orientale. Donc, le lac de Comme est en fait comme un Y inversé.
Donc, je viens du côté de Lecco. Il y a Como d'un côté et Lecco de l'autre. Et donc, c'est un petit village qui s'appelle Bellano et qui compte à peu près 3000 habitants. Vraiment, le lac de Como est un lac d'origine glaciale, donc du coup est entouré par des montagnes. Donc en fait, les villages sont un peu agrippés à la montagne. Hein, voilà. Donc j'ai grandi là et ça c'est très important parce que c'est vraiment mes racines et j'ai besoin d'y retourner régulièrement pour me ressourcer. Donc j'ai grandi dans ce petit village et puis assez tôt, vers, on va dire qu'à 23 ans, je me suis mariée avec un Américain. Et du coup, je suis partie dans l'Ouest américain, en Arizona. Donc, c'était carrément un changement de vie, mais c'était un peu dans ma nature. J'avais envie de découvrir autre chose. J'ai toujours rêvé. Quand j'étais enfant, je regardais les avions dans le ciel et j'avais envie de découvrir d'autres horizons, d'autres cultures. Voilà. Et avant de passer à l'étape des 23 ans, quand tu étais une petite fille, quel type de petite fille tu étais? J'étais une petite fille très timide, très réservée. Si je regarde aujourd'hui la petite fille que j'étais, je dirais que j'étais vraiment en observation. C'est comme si je n'avais pas conscience de mon existence à moi, mais je regardais plutôt le monde autour de moi. D'accord. Et c'était quoi tes rêves de petite fille? C'était de découvrir, comme je disais tout à l'heure, de partir, de faire des voyages. J'étais toujours très très curieuse des autres cultures et c'était un peu voilà ce que j'ai toujours rêvé de faire. Et tes parents, qu'est-ce qu'ils faisaient comme travail? Alors, mon père était prof au collège et ma mère était assistante d'un pédiatre. Elle était infirmière à la base, mais elle travaillait comme assistante d'un pédiatre. Et donc, souvent, quand j'étais petite fille, je l'accompagnais. J'aimais bien la voir conseiller les jeunes mamans. Elle était plutôt dédiée au conseil aux jeunes mamans. Voilà. Et comment ça s'est passé du coup pour toi le choix des études? Alors, on va dire que le choix des études, c'était quelque chose qui n'était pas vraiment un choix. C'est quelque chose que j'ai un peu, je dirais pas subi, mais quelque chose que j'ai choisi sans vraiment en être consciente. Et du coup, qu'est-ce que tu as fait? Alors en fait, ce que j'ai fait, c'est une école pour être institutrice au départ, d'accord. J'ai eu envie de poursuivre mes études. Dans un premier temps, je me suis inscrite à la faculté de droit. Mais on va dire que c'est très vite, je me suis rendu compte que c'était pas quelque chose qui était pour moi. Et j'ai mis très longtemps avant de vraiment trouver ma voie, vraiment très très longtemps, parce que ma voie je l'ai trouvée depuis très peu de temps, mais je me rends compte aujourd'hui que toute ma vie, tous les événements ont fait que je suis arrivée là où je suis aujourd'hui, mais quelque part c'est comme si je me suis un peu moi-même mis des obstacles. C'est comme si je ne voulais pas, quelque part, aller là où je devais aller. Et ça, tu l'expliques comment? Je pense que j'ai grandi donc comme je disais tout à l'heure, dans un petit village. Et un petit village où tout le monde se connaît, où le jugement des autres est la première chose qui t'influence. Donc, ce n'est pas ce que tu ressens toi, mais c'est le regard des autres qui compte. Et du coup, je pense que je ne me suis pas vraiment écoutée jusqu'à ce que, j'ai pris conscience que finalement, on existe, on n'a pas le droit d'exister à travers le regard des autres. Et du coup, comment on fait pour passer, qu'est-ce qui s'est passé quand tu t'es dit tu voulais être instite?
de instit au droit, c'est un grand virage déjà. C'est un grand virage, oui. En fait, j'ai eu une opportunité de faire un stage dans un, je sais pas, c'est comme un petit tribunal, on va dire. Et du coup, je trouvais que c'était intéressant. Et cette idée de défendre des causes ou de défendre des causes nobles m'a vraiment plu, mais je me suis vite rendu compte que finalement ça se passe pas forcément comme ça. Et voilà, quand j'étais confrontée vraiment au monde de la justice, je me suis rendu compte que j'étais trop idéaliste pour ce type de monde. Voilà. Et donc quand tu as décidé, du coup, tu as arrêté tes études de droit? Voilà, j'ai arrêté mes études de droit et je suis partie à Paris pour un peu me changer les idées, pour étudier le français. Et j'ai étudié le français à l'Alliance française. Donc du coup, et c'est là que j'ai connu mon premier mari qui est américain. Et à la suite de ça, je me suis mariée en Italie. Et puis, on est parti vivre aux États-Unis, en Arizona, où j'ai poursuivi mes études à l'université de l'Arizona. Des études de quoi? En fait, j'ai fait des études, c'était l'histoire, il y avait l'histoire, il y avait les maths, enfin c'était un peu un parcours très très général et à la suite d'autres événements, en fait, on va dire que je ne suis pas allée au bout. Enfin, c'est un peu l'histoire de ma vie. J'ai fait beaucoup de choses et c'est comme je disais tout à l'heure, c'est comme si moi-même, à un moment donné, je m'arrêtais et je pouvais pas aller au bout des choses. Et tu peux nous dire pourquoi t'es pas allée au bout de ça? Parce que en fait, on va dire qu'à l'époque, j'ai beaucoup suivi mon ex-mari qui lui faisait des études. Donc, on est passé de Tucson à Phoenix et après de Phoenix au Connecticut, etc. Et du coup, je pouvais pas. C'était compliqué de reprendre le parcours dans les différentes villes. D'accord. Et du coup, tu faisais quoi? Je travaillais sur le campus de l'université et j'ai travaillé dans la librairie de ce campus et c'était très très sympa parce que j'étais en contact avec les étudiants en même temps. Voilà, les livres qui m'ont toujours beaucoup attiré. J'ai toujours lu beaucoup dans ma vie. Donc du coup, t'as ton début de vie professionnelle, donc tu travaillais dans ce campus. Voilà. Et après? Après, comme je disais, au départ, ma vie était vraiment, on va dire, calquée sur suivre mon mari. C'est un peu la mentalité de ma génération en Italie. Et du coup, je l'ai suivi et puis il a obtenu un poste en France. Donc, on est revenu en France. Et là, très vite, j'ai eu des enfants. Donc, je me suis occupée d'élever mes enfants. Combien d'enfants? 3 garçons, voilà. Et très très rapprochés. Donc voilà, j'ai passé beaucoup de temps. J'ai dédié beaucoup de temps à élever mes enfants sans aucun regret parce que vraiment je pense que c'était important pour moi d'être à côté d'eux. Dans les différentes phases d'apprentissage de leur enfance. Du coup, tu as arrêté de travailler? J'ai arrêté de travailler et pendant 10 ans en fait. Donc j'ai repris en fait suite à mon divorce parce que je me suis retrouvée dans une situation, on va dire, j'étais dans une zone de confort jusqu'à là. Et le divorce m'a fait prendre conscience que quelque part, j'avais besoin d'exister par moi-même, non seulement d'un point de vue financier, mais aussi d'un point de vue en tant que femme, pas seulement en tant que mère. Ouais. Donc, j'ai commencé à travailler
dans l'immobilier. Donc, j'ai un parcours très éclectique. J'ai commencé à travailler dans l'immobilier et j'ai beaucoup aimé ce genre de travail parce que, d'une part, ça me permettait d'avoir un contact avec les gens, mais un contact qui était très lié à leur vie intime quelque part, parce que c'était les aider à trouver leur lieu de vie, qui est quand même intime. Et finalement, on arrive à nouer des liens qui sont assez particuliers avec ce qu'on appelle les clients, mais pour moi, c'était plus que ça, parce que on arrive vraiment à voir les gens différemment lorsqu'ils sont en recherche de leur lieu de vie. Donc, on est confronté vraiment à leur histoire quotidienne, à leur façon de vivre, à leurs rapports interfamiliaux. Donc, voilà, pendant longtemps, j'étais dans cette profession. Donc, j'ai fait plein de formations. J'ai à un moment donné, j'ai un peu fait le tour de la question. J'étais devenue après expert judiciaire en immobilier grâce à une formation que j'ai fait à Paris. Et en fait, une fois que j'ai fait le tour de la question, j'avais besoin de découvrir autre chose. En fait, c'est quelque part, on aime bien la zone de... Moi, j'aime bien d'être dans une zone de confort, mais à un moment donné, je m'ennuie. Et donc, j'ai besoin de toujours découvrir autre chose, cette curiosité qui me pousse à découvrir toujours des univers différents. Donc là, du coup, une fois que tu t'ennuies, qu'est-ce que tu fais ? Et ben, je m'intéresse à autre chose, et comme je lis beaucoup, et aujourd'hui, aujourd'hui, depuis longtemps, j'ai toujours été beaucoup sur les sites internet pour découvrir, parce que je trouvais qu'internet c'était juste magique, parce qu'il nous permet vraiment de communiquer avec tout le reste du monde. C'est vraiment une fenêtre sur le monde, et grâce à toutes mes recherches, j'ai découvert autre chose. Donc, j'ai fait d'autres formations à côté, et j'ai eu une opportunité dans une société, enfin plusieurs sociétés, mais on va dire que notamment 2, où j'étais responsable du service ADV. Et l'administration des ventes. Administration des ventes, voilà, pardon. Et pendant 10 ans, j'ai fait ça. Donc, j'étais vraiment dans cette espèce d'univers encore complètement différent, où, c'est vraiment le chiffre d'affaires, c'est la pression, voilà. Et donc, j'ai fait ça pendant 10 ans. Et qu'est-ce qui a fait que après tu as... Alors, ce qui s'est passé d'une façon très très soudaine, et inattendue, j'ai perdu mon fils cadet. Et ça, c'était bien évidemment un électrochoc pour moi. Et au départ, je me suis jetée dans le travail pour ne pas penser, parce qu'on a besoin d'être occupé au niveau de son esprit. Et puis, très vite, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'avoir un contact avec un autre monde, parce que on espère toujours pouvoir recontacter la personne qu'on a perdue. Et c'est grâce à cette recherche-là que j'ai trouvé plein de voies. Je dirais pas des voies parallèles, mais en quelque sorte, si des choses que je n'avais jamais considérées et qui se sont présentées à moi. Au départ, c'était vraiment pour essayer d'établir un contact peut-être avec le monde de l'au-delà, mais très vite, c'était la prise de conscience que le monde tel qu'on le voit nous n'est que perception, et qu'en réalité il n'y a pas de vérité absolue. Tout est une question de point de vue. Et j'ai mis
peut-être un peu de temps à faire mon deuil. Et aujourd'hui, je peux vraiment dire que j'ai fait mon deuil et je vis avec. Je suis apaisée par rapport à ça j'estime que c'est un peu, ça va paraître bizarre ce que je vais dire, mais le décès de mon fils, avec son décès, mon fils m'a fait un énorme cadeau. Il m'a vraiment permis de me retrouver moi. Donc c'est un peu égoïste en même temps de dire ça parce que voilà. Non, c'est ce qu'on appelle les cadeaux mal emballés de la vie, c'est de dire que dans chaque épreuve, même la plus dure, on peut arriver à trouver du positif parce que ça peut nous permettre en effet faire prendre conscience qu'on n'a qu'une vie et que il faut en profiter. Oui. Oui, effectivement, je pense que la vie on a des épreuves dans la vie et on peut, grâce à ces épreuves-là, vraiment en faire en tirer une énergie qui nous pousse au-delà de nos limites et au-delà de notre zone de confort. C'est sûr. C'était il y a combien de temps? Il y a 3 ans et demi. D'accord. Ouais, t'as déjà pris un recul énorme en 3 ans et demi. J'ai pris beaucoup de recul. Ça va. Enfin, comme je suis toujours un peu conditionnée par cette éducation et ce milieu où j'ai grandi par rapport au regard des autres. Et je sais que c'est compliqué. Je me suis rendu compte qu'en fait, le deuil est tabou. Ouais. En fait, c'est très difficile et les personnes sont, plutôt que de se confronter à ça par rapport à une personne qui vit le deuil, préfèrent rester en retrait parce que ils sont dans l'embarras. Ils savent pas quoi dire. Alors que je pense que pour l'avoir vécu, je veux dire, si on a envie d'en parler, on en parle. Mais moi, j'ai vécu, le deuil pour moi, c'est quelque chose de très intime. Et aujourd'hui, on en parle parce qu'on est vraiment, c'est une interview à roue libre, hein, donc je dis ce que je ressens. Ouais, merci. Mais c'est vrai que je n'ai pas l'habitude de parler de ça parce que j'estime que c'est vraiment quelque chose d'intime et en quelque sorte, de trop en parler ou de parler de ça avec beaucoup de monde, ça apparaît comme une trahison en quelque sorte. Ah oui. Une trahison, et ça remonte, pas une trahison, pas par rapport à mon fils, hein. C'est une trahison de mes sentiments à moi, de mon intimité. J'ai trahi mon intimité. En parlant. Ouais, non, après, de toute façon, comme on disait, hein, chacun a la perception. Après, c'est vrai que, tu vois, on a eu la discussion hors micro de savoir si tu étais prête à en parler derrière le micro. Mais, moi, je sais que tu vois, alors j'ai pas vécu de drame comme ça, mais j'ai eu des deuils à faire, plus des deuils avec un divorce très compliqué, avec mon burn-out de ma vie d'avant. Mais finalement, moi, je trouve que c'est d'ailleurs c'est pour ça que j'ai créé le podcast, c'est justement parler de ces choses intimes. Ça montre aux personnes qui vivent des choses difficiles de dire regardez, on peut arriver à s'en relever et ça permet justement de libérer la parole parce que il y a plein de sujets dont on parle pas et le fait d'entendre des personnes parler de ces sujets-là, ça fait du bien aux autres aussi. Oui, tout à fait. Et je pense qu'effectivement, on se croit pas capable de pouvoir supporter des choses et en réalité, lorsque les épreuves, on a ces épreuves qui sont très dures, à chaque fois on dit maintenant c'est le pire qui puisse nous arriver et finalement on ne connaît pas la force qu'on a en nous. Et il faut vraiment se faire confiance parce que on arrive vraiment toujours à surmonter même les choses qui paraissent insurmontables. Ouais. Clairement, ça c'est, je suis complètement d'accord avec toi. Alors après, je pense qu'il y a, on peut absolument rien comparer à la perte d'un enfant. Mais tu vois, ce week-end, je me faisais la réflexion parce que c'était mon anniversaire de rencontre avec mon ex-mari. Et là, sachant qu'on est séparés depuis un peu plus de 6 mois. Et je me disais,
En fait, quand j'ai senti que ça commençait à partir en cacahuète, je m'étais dit mais attends, mais enfin voilà, ma vie, je suis avec lui depuis 17 ans, Ouais. ma vie elle est comme ça, elle est avec lui et Oui. j'imagine pas vivre sans lui en fait. Mhm. Et voilà, on est 8 mois après. Alors je dis pas que c'est facile tous les jours, mais tu te dis en fait t'arrives à te relever de tout en fait. Exactement. Et t'es Ouais. l'exemple, enfin pour moi t'es un exemple suprême parce que voilà, la perte d'un enfant c'est ce qu'on a de plus sacré, nos enfants. Alors il faut pas croire que c'est c'est facile Oui, bien sûr tout que le non, temps, j'imagine. mais je pense que je me suis surprise moi-même en réalité, parce que finalement jamais j'aurais pu imaginer vivre une épreuve pareille. Mais quelque part, vraiment, c'est là que je dis, il faut se faire confiance parce qu'on a en nous des forces insoupçonnables qui nous font, mais à chaque fois nous redécouvrir en Ouais. quelque sorte. Et ça fait, c'est pas de l'amour propre, hein. C'est juste vraiment avoir conscience que l'être humain a des possibilités infinies. C'est sûr. Et donc là, du coup, est-ce que tu as réussi du coup à rentrer dans ta quête? Est-ce que tu as réussi à rentrer en contact avec lui? Alors, je je dis que je suis en contact avec lui tout le temps parce que je suis profondément convaincue que tout est énergie et que d'un point de vue, à la base, je suis quelqu'un de très cartésienne, hein, donc j'ai vraiment besoin de quelque part d'avoir des preuves scientifiques. Hein. Et finalement, ça c'est grâce un peu à ça aussi, à ce qui est très à la mode aujourd'hui, c'est la physique quantique, mais j'ai trouvé vraiment un discours qui résonne pour moi dans la physique quantique, c'est-à-dire que tout est énergie et c'est impossible que l'énergie disparaisse. Elle peut être modifiée, être changer de direction, mais elle ne peut pas disparaître. Et ça, j'avais une prof de chimie qui disait ça, et c'était un peu comme prémonitoire, on va dire. C'est que tout, rien ne se crée, tout se transforme. Rien ne se perd. Ouais. 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 Donc du coup, pour répondre à ta question, oui, moi, mon fils, j'ai essayé, comme je pense beaucoup de mères qui ont perdu leur enfant ou des personnes qui ont perdu un être cher, de rentrer en contact par des médiums, voilà, avec mon fils. Mais mes attentes étaient tellement élevées qu'à chaque fois j'étais déçue et je pense que j'aurais jamais pu obtenir satisfaction dans ce sens-là. Mais par contre, j'ai eu des moments, surtout dans les 6 premiers mois, où j'ai vraiment senti une espèce de comment dire, câlin cosmique. Est-ce que comme on se prend une espèce d'énergie, mais énorme, et on comprend pas parce que c'est quelque chose qu'on connaît pas. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, ce qui est compliqué, c'est que lorsque l'homme ne comprend pas quelque chose, il dit ça n'existe pas. Et ben c'est pas vrai. C'est pas parce que on ne comprend pas que ça n'existe pas. C'est un peu d'ailleurs prétentieux de dire je comprends pas donc ça n'existe pas. Ça existe. Il y a plein de choses qui existent dont on n'a pas encore conscience. C'est sûr. Voilà. Et du coup, j'ai vraiment aujourd'hui, à part voilà quelques moments comme ça de grâce où j'ai vraiment senti cette communion, je trouve que c'est vraiment mon fils est partout, il est à moi, mais il est partout aussi. D'ailleurs, c'est un truc, c'est ce que m'avait dit ma gynécologue avant d'accoucher de mon premier. Elle me disait que alors c'est pas encore prouvé scientifiquement, mais il y a beaucoup de choses qui laissent à penser que en tant que maman, quand on porte son enfant, évidemment que notre enfant a notre ADN, mais comme il se développe dans notre corps, on a de l'ADN de notre enfant en nous. Oui. Ouais. Et, par rapport à ça, donc j'ai écrit donc un livre sur l'iridologie que j'ai donc dans
l'introduction, je remercie mon fils de m'avoir montré la voie pour ma nouvelle vie. Et en fait, dans le livre, je parle bien sûr d'iridologie, mais je parle aussi justement d'épigénétique et d'ADN, des transmissions. L'embryon dans le ventre d'une mère est tellement fait tellement partie d'elle que c'est comme si c'était elle. Du coup, forcément, il y a un échange dans les deux sens. Ouais. Sens, ouais. Alors justement, du coup, donc aujourd'hui, tu es naturopathe et iridologue. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as découvert la naturopathie, qui est plus connue, et puis l'iridologie, qui est beaucoup moins connue, et puis nous expliquer ce que c'est? Alors, comment j'ai découvert? Justement, donc suite à cette énorme épreuve de la perte de mon fils, dans ma quête pour trouver un peu essayer d'établir un contact, j'ai consulté des médiums, et un jour j'ai consulté une kinésiologue qui m'a vraiment étonnée, parce que elle m'a vraiment un peu commencé à ouvrir les yeux, et j'ai compris ce jour-là que effectivement je pouvais faire autre chose. Cette kinésiologue, elle était ingénieure informatique, donc vraiment quelque chose de très très carré, très scientifique, cartésien, et elle a changé complètement de vie, et elle est devenue kinésiologue, et je me suis dit, mais c'est possible, c'est-à-dire que il faut pas avoir peur d'aller à l'encontre de ce qu'on a été jusqu'à ce jour-là, et il faut pas avoir peur de changer. Il faut vraiment s'écouter et aller là où nous amènent nos envies. Et du coup, j'ai cherché, parce que j'ai regardé à la kinésiologie, j'ai regardé même des voies un peu qui me semblaient complètement absurdes de médiumnité, parce que on m'a dit que j'ai des dons, mais j'ai encore beaucoup de mal à accepter cette partie-là. Et du coup, je suis tombée sur la naturopathie par hasard, et ça m'a parlé, parce que la naturopathie cherche vraiment, d'une part, la cause, mais la chose qui me parle de plus en naturopathie, c'est qu'en fait, on a en nous la solution à tous nos problèmes. Et ça m'a vraiment parlé, parce que finalement, je me suis rendu compte que la seule personne qui m'a aidée pour accepter et faire mon deuil, c'est moi. Donc, en fait, c'est moi qui avais la clé. Il faut pas aller chercher la clé ailleurs. Et du coup, j'ai suivi une formation. Lorsque j'ai dans la formation naturopathie, il y a une partie sur l'iridologie, mais qui est une partie assez réduite. Et ça m'a vraiment tout de suite interpellée. Et donc, suite à mon diplôme en naturopathie, j'ai cherché à approfondir l'iridologie. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que l'iridologie pour ceux qui connaissent pas? Alors, l'iridologie, à la base, c'est un outil qui est utilisé beaucoup en naturopathie pour analyser. Donc, c'est un outil qui, à travers l'analyse de la partie colorée de l'œil, donc l'iris, permet de voir les fragilités et les forces. Donc, l'iridologie en France, on parle surtout des fragilités et forces constitutionnelles, c'est-à-dire liées à notre hérédité au niveau familial. Mais en fait, j'ai découvert très vite une école italienne qui est plus portée sur l'iridologie émotionnelle, et l'iridologie aussi qui retrace un peu les énergies perturbées au niveau du système familial. Et donc, ça rejoint le transgénérationnel et la psychogénéalogie. Donc ça, je trouve ça absolument fascinant. Et dans ma recherche pour vraiment obtenir quelque part un document qui disait que j'étais
légitime dans l'exercice de cette profession, j'ai trouvé une formation aux États-Unis et qui m'a permis d'obtenir ce master en iridologie. Donc j'ai la chance d'être polyglotte et j'ai pu donc du coup, forcément l'italien c'est ma langue maternelle, donc tous les livres des différents auteurs italiens et aussi anglais et américains plutôt. Et du coup j'ai vraiment pu me documenter et je me suis vite rendu compte que en France, il y a très peu d'ouvrages qui rassemblent un peu tous ces différentes approches de l'analyse de l'iris. Et du coup, j'ai eu envie de communiquer ça parce qu'effectivement, comme tu disais, l'iridologie n'est pas très connue et c'est bien dommage. Parce que en fait, je sais qu'une fois, j'ai un client qui était qui est venu me voir, mais qui était un peu, je sentais qu'il était sceptique. Et à un moment donné, je lui ai dit, d'un point de vue physiologique, vous avez une fragilité à ces niveaux-là. Et là, il m'a regardé, et il m'a regardé, il m'a dit, mais comment vous pouvez voir ça? Mais c'est incroyable, mais pourquoi les médecins n'utilisent pas cet outil? Effectivement, pourquoi peut-être un jour, je sais que déjà en Allemagne et en Suisse, c'est beaucoup plus dans les mœurs déjà. Mais voilà, donc moi je trouve ça absolument magique. Et du coup, ça veut dire que notre iris évolue en fonction des émotions qu'on traverse, Alors, l'iris, on évolue, tout notre corps évolue, mais on va pas dire que l'iris va changer de couleur, c'est pas ça. L'iris a plus de 28 000 terminaisons nerveuses, donc on peut bien imaginer que lorsque quelque chose nous frappe ou nous perturbe, on va bien devoir, quelque part, ça doit se voir, ouais. Voilà. Et effectivement, il faut avoir déjà un œil assez averti pour vraiment voir, et puis une bonne précision au niveau des appareils photo pour pouvoir lire ces parfois minuscules changements. Mais effectivement, il y a d'un point de vue émotionnel des perturbations et des changements qui sont déjà à nous lorsqu'on est dans le ventre de notre maman. Parce qu'en réalité, toutes les émotions de la mère sont transmises et elle est tellement en symbiose avec son fœtus que tout est transmis depuis le premier instant de la vie. Ouais. Et du coup, là, tu fais ce master. Tu continues à travailler comme professionnel. T'es en arrêt. Non, le master, ça y est, j'ai obtenu le master. J'ai en fait, lorsque je me passionne par quelque chose, c'était vraiment l'iridologie, c'était quelque chose qui me passionnait tellement que donc je fais le master de façon accélérée, c'est-à-dire que j'ai vraiment travaillé pratiquement 8 heures voire plus par jour en lisant, en écoutant en faisant des visios et vraiment c'était j'ai fait ça un peu moins d'1 an, j'ai obtenu ce master en iridologie en ayant déjà une formation préalable. D'accord. Voilà. Mais du coup, tu continues à travailler. Comment t'as fait financièrement? Alors, financièrement, j'avais négocié un départ, donc une rupture conventionnelle, donc j'ai pu continuer à. T'as pu avoir le chômage. Voilà, exactement. Ouais, exactement. Super. Et comment ça s'est passé du coup le lancement de ton activité? Alors le lancement, c'était comme tu disais en fait dans un parcours de changement de vie, il y a beaucoup de doutes, il y a un pas en avant, 2 pas en arrière, et le lancement c'est pas facile parce que on va dire qu'il y a des moments où ça marche, on sait pas pourquoi, et puis
deux pas en arrière et là, on commence à avoir des doutes, dire est-ce que j'ai bien fait, est-ce que c'est vraiment ça. Mais en réalité, c'est ça, c'est comme ça dans la vie. C'est-à-dire que dans la vie, il y a des hauts et des bas. Il faut accepter que il y ait des moments de creux et que c'est les plus difficiles à passer. Mais ne serait-ce que les tout petits moments d'exaltation, comment dire, où l'énergie est bonne, sont tellement jubilatoires que ça paye tous les moments des creux qu'on a passés. Et du coup, ça a été quoi ces moments de ces moments de creux au début de ton lancement? Ben c'est le doute, puisque c'est un peu comme beaucoup de personnes le syndrome de l'imposteur, hein, lorsqu'on change de vie, parce que est-ce qu'on est légitime, je n'ai pas assez d'expérience derrière moi. Moi, je pense que en France, comme en Italie, comme peut-être moins aux États-Unis, mais on est vraiment formaté à croire que il faut avoir un parcours où on a fait un certain type d'études, où on a de l'expérience, où on est reconnu au niveau public entre guillemets, hein, mais au niveau de la société, qu'on est formaté à croire que c'est comme ça, et si on ne rentre pas dans ce schéma-là, on n'est pas légitime. Alors, je pense que ça, c'est vraiment d'une part le formatage, mais aussi d'autre part le besoin d'appartenance qu'on a. On a besoin de se sentir accepté, d'appartenir à un groupe, que ça soit la famille, que ça soit une communauté, que ça soit même un État, une nation, une religion. Et donc on a toujours besoin de se sentir vraiment d'appartenir. Et ça, c'est le propre de l'être humain. Et le fait de changer de voie vous mène vraiment là où vous vous sentez en péril, parce que quelque part vous n'appartenez plus à ce que on a l'habitude de comment dire, là où on vous voit d'habitude. Mais après, finalement, est-ce que quand on n'est pas à sa place, finalement, certes, au début, il y a ce moment de sortie de zone et qui est inconfortable. Mais après, quand on est à sa place, finalement, tout le monde dit, ah bah oui, c'était une évidence que tu sois là. Oui, mais en même temps, je trouve que il faut toujours évoluer. Et moi, je dirais pas que je suis à ma place. Je suis là où je suis aujourd'hui, mais je vais encore évoluer. Parce que de dire que je suis à ma place, ça veut dire que je suis figée, et je veux pas être figée, parce que heureusement, parce que c'est vraiment super intéressant de se dire qu'on va encore aller ailleurs et découvrir autre chose. T'as quel âge aujourd'hui, si c'est pas indiscret? J'ai 61 ans. Super. Et c'est jamais trop tard pour changer et pour se remettre en question, la preuve. Parce que moi, j'ai vraiment cette remise en question, ça fait presque 4 ans. Voilà. Mais du coup, c'est pas... Et je trouve que de plus en plus, il y a beaucoup de jeunes qui arrivent à se remettre en question. Peut-être que moi, déjà dans la vie, j'avais eu des alertes que je n'ai pas vues ou je n'ai pas voulu écouter. Et il m'a fallu vraiment un électrochoc pour écouter. Ouais. C'est ça, souvent, en effet, il faut un accident de la vie pour se dire pourquoi pas moi. Oui. Et donc là, aujourd'hui, tu vis à 100% de ton activité? Je ne vis pas à 100% de mon activité, et surtout qu'aujourd'hui, on va dire que c'est un peu la chasse aux sorcières par rapport à la naturopathie suite à ce qui s'est passé avec dans l'actualité, les accusations de secte
des sectes par rapport à certaines pratiques de la naturopathie. Alors malheureusement ça a quand même un impact. Je ne vis pas à 100% de mon activité, donc j'ai un petit travail à mi-temps qui m'aide à. Et puis bon, je suis pas seule dans la vie, donc j'ai la chance de pouvoir aussi suis tranquille d'un point de vue financier. Ouais. Mais voilà, le but pour moi, ce serait vraiment d'arriver à communiquer, parce que j'ai découvert à travers la psychogénéalogie aussi qu'en fait, dans mon parcours de vie, il y a un peu cette notion de ne pas peut-être avoir l'indépendance économique. Ça fait partie de mon parcours pour l'instant. Donc du coup, je crois que en ayant pris conscience de certaines choses, je vais pouvoir changer, casser le cours des choses. Voilà, ouais. casser cette route-là et en emprunter une autre. Super. C'est vrai que c'est fou que quand on prend du recul sur nos histoires personnelles, on se rend compte que il y a des schémas qui se répètent et jusqu'à ce qu'on en prenne vraiment conscience et qu'on se dise oh là c'est bon, voilà, il faut arriver à, et il y a pas d'âge comme tu le disais pour pouvoir casser ça quoi. Non. Ouais. Et donc là aujourd'hui dans la pratique de l'iridologie, comment tu te fais connaître, parce que je sais pas combien vous êtes en France, mais je pense que vous n'êtes pas très nombreux à faire ça. Non, en tant qu'iridologue, je pense pas, je sais pas exactement combien on est, mais on va dire que je me fais connaître déjà par le biais de mon site internet que j'alimente régulièrement. J'ai une page Facebook sur laquelle je publie 2 fois par semaine, mais des articles un peu plus génériques, on va dire, sur la naturopathie aussi. Après, voilà, c'est le bouche à oreille, mais c'est beaucoup Internet. La différence avec l'iridologie, c'est que les consultations visio, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut avoir quand même des photos des iris de bonne qualité. Ouais. Voilà. Et aujourd'hui, les personnes, je sais que les gens sont très friands de quelque part découvrir des parties d'eux-mêmes qu'ils connaissent pas. Mais je souligne toujours le fait que analyser, observer l'iris, ce n'est pas lire dans une boule de cristal. Loin de là, parce que on a vraiment l'œil est vraiment le miroir de l'âme dans tous les sens du terme, et non seulement de la santé physique, mais vraiment un miroir de l'âme. Et mais les personnes, en fait, qui viennent me voir, elles sont prêtes à entendre et à chercher. Entendre les pistes que je peux leur donner, parce que comme on disait déjà tout à l'heure, la solution à tout est à l'intérieur de chacun de nous. Donc en fait, mon rôle en tant qu'iridologue ou naturopathe, c'est vraiment d'aider la personne à aller chercher les réponses au fond d'elle. Ça c'est. Après, tu vois, moi j'étais allée voir une magnétiseuse il y a 2 ans et demi, quelque chose comme ça, que je suis retournée voir il y a 4-5 mois. Et avec du recul, je lui ai dit, je pense qu'il y a quelque chose que vous vouliez me dire, mais j'étais pas prête à l'entendre. Oui. Et elle m'a dit oui, en effet, que j'étais pas prête et que voilà, il y a des moments où, comme tu disais, hein, la vie nous montre des choses, mais qu'on n'a pas forcément envie de voir. Ouais. Après, je pense que lorsque je reçois des clients qui sont prêts, parce qu'au niveau, pour moi, c'est important aussi de rencontrer les personnes en présentiel, parce que en visio, c'est vrai qu'on peut donner des pistes pour la naturopathie, mais ce que vous ressentez en termes d'énergie, c'est quand même plus impactant en présentiel. Et je trouve que parfois, effectivement, les personnes viennent me voir surtout pour l'iridologie, et elles ne sont prêtes qu'à entendre, on va dire, une approche physiologique de l'iridologie. Et du coup, je m'arrête là. Mais en général, lorsque je sens que la personne est prête, qu'elle est en demande, je fais une analyse
complète, c'est-à-dire non seulement physiologique, mais aussi énergétique et émotionnelle. Il y a aussi une iridologie de la personnalité qui est une école américaine que je aussi étudiée et que je pratique. Mais je trouve que c'est en fait, en général, les personnes se connaissent au niveau de leur personnalité. Ils peuvent peut-être découvrir des facettes. L'intérêt, c'est plutôt de voir quelles sont les qualités qu'elles devraient un peu essayer d'aller travailler et faire ressortir, dont elles ne sont pas conscientes. Oui. Ça, c'est génial. En fait, pour moi, ça me fait penser à la numérologie. Oui. Où, finalement, ça te permet. C'est fou de voir que il y a des choses qui sont inscrites sur notre corps et ou dans notre dans les chiffres de notre naissance, de nos prénoms, et que ça en dise autant sur nous. C'est incroyable. Et puis la magie, en fait, de l'iridologie, c'est que c'est une méthode qui est non invasive parce que l'œil et l'iris, c'est le seul tissu conjonctif qui est visible à l'œil nu. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'aller entailler ou faire de la chirurgie pour voir, la muqueuse et notre système digestif. Alors, l'œil, il est visible. Donc, c'est vraiment incroyable ce qu'on peut voir dans l'œil de chacun. Ouais. Comment t'écoutes ton intuition ? Alors j'ai fait d'énormes progrès parce que, comme je disais, j'étais tellement formatée à fonctionner d'une certaine façune que mon intuition était vraiment le dernier de mes soucis. Et là aujourd'hui, je me rends compte que d'une part, j'écoute plus mon intuition parce que je me fais confiance. Et se faire confiance, c'est vraiment ne pas se ridiculiser ou se sentir ridicule parce qu'on a écouté une intuition qui paraît un peu, des fois, se dit non, mais c'est n'importe quoi. Et rien n'est ridicule. Comme je disais, tout est une question de point de vue. Il n'y a pas de vérité absolue. Donc, voilà. Je l'écoute. Parfois, en écoutant mon intuition, c'est vrai que c'est long, hein, le jour, hein. je peux prendre une décision et puis dire maintenant finalement, mais je n'ai plus peur de me contredire. Je n'ai plus peur d'avoir des contradictions parce que finalement, l'être humain est comme ça et finalement, dans la vie, c'est pas être en contradiction, mais c'est apprendre et apprendre que des fois il y a des situations, apprendre de la vie, c'est aussi changer d'avis et parfois prendre des décisions opposées à celles qu'on avait prises le jour avant. Mais c'est en fonction de ce qui se passe autour de nous. Savoir s'adapter. Voilà. Comment tu célèbres tes réussites ? Comment je célèbre tes réussites ? Comment je célèbre mes réussites ? Déjà, je pense que je ne le célèbre pas d'une façon qui est extériorisable, mais ressens vraiment une joie intérieure. Pour moi, ça, c'est vraiment une célébration pour moi. C'est vraiment quelque chose d'agréable et d'énorme. Je suis quelqu'un de très humble, donc du coup, je n'aime pas trop mettre en avant ce que j'ai fait ou mes réussites. Donc, c'est plutôt une célébration intime à l'intérieur de moi. Donc, aujourd'hui, c'est exceptionnel parce qu'on parle de moi, mais... Souvent, il y a des personnes que j'interviewe qui m'envoient un message après en me disant « Ah, j'ai vraiment eu l'impression de trop parler de moi. » Je dis « Mais en même temps, c'est normal, c'est le format de l'émission. » C'est le but, ouais. C'est le but. Il me dit « Ah, mais tu trouves que j'ai pas trop parlé de moi ?» Je dis « C'est pas trop, c'est juste que c'est ce que je te demandais de faire. Donc, du coup, c'est normal. » Mais c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de autant parler de soi en général. Ouais. À quel moment dans ta vie tu t'es dit « Pourquoi pas moi ?» En fait, je ne me suis pas dit ça. Pourquoi pas moi? Cette phrase-là, si tu veux, c'est, je respecte. Hein, pourquoi pas moi? Mais je me suis plutôt dit, je peux réussir. Moi, je peux réussir. Parce que dire pourquoi pas moi, c'est en quelque sorte se mettre un peu, se comparer.
aux autres. Et je veux plus faire ça parce que chacun a une histoire tellement personnelle et c'est pas comparable, et c'est pas meilleur ou c'est pas pire que les autres. C'est ton histoire et c'est juste ça a de la valeur à partir du moment où elle est unique. C'est quoi pour toi la réussite? Alors la réussite, c'est réveiller le matin et se sentir bien, être heureuse. Être heureuse et vraiment être dans un bien-être. Bien sûr, le physique, si on a mal quelque part, ça gâche un peu, mais c'est vraiment ces sentiments d'apaisement. Qu'est-ce que tu penses que la petite Ornella de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui? Elle croirait pas du tout. La petite Ornella de 6 ans, c'est quelqu'un de très timide. Et je pense que elle pourrait pas croire que une personne comme moi, mais je parle comme si c'était deux personnes différentes, mais bon, aurait pu arriver à faire autant de choses et à avoir une vie aussi riche et à dépasser tous les obstacles et les épreuves de la vie en s'en sortant plus fort à chaque fois. On dit que dans la vie, quand on fait des choix, on fait des renoncements. C'est quoi pour toi les renoncements? Les renoncements, c'est renoncer à accepter ce qui nous est imposé et notamment renoncer à nous voir à travers les yeux des autres. Et ça, c'est renoncer parce que quelque part, c'est tellement ancré dans mon histoire que c'est vraiment quelque chose de difficile. C'est comme quelque part, c'est renoncer à quelque chose parce que c'est tellement parti de moi que c'est un renoncement. Parce que cette partie-là comprend aussi les apparences, le fait de faire attention à comment on s'habille, à la voiture qu'on a, etc. Ça, c'est pour moi, c'est le vrai renoncement. Ça a été quoi tes plus grandes peurs quand tu t'es lancée en tant que naturopathe et iridologue? C'est c'est toujours le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur qui ressort, c'est la peur de pas être reconnu et de pas être de pas réussir à établir un échange avec les personnes qui viennent me voir. Et du coup, comment t'arrives à affronter ça? En écoutant mon instinct. Et aujourd'hui, j'ai appris à m'écouter, notamment, même physiquement, lorsque j'ai une cliente dans mon bureau, j'ai parfois vraiment des frissons. Et c'est ça. Je sais que je suis là où je dois être et je dis ce que je dois dire. C'est parce que mon corps me le dit aussi. Ça c'est fou quand on est fait. Moi j'ai la même chose que toi hein, quand il y a des personnes, quand mes invités me racontent des choses ou même des personnes que je rencontre, parfois mon corps m'envoie en effet des frissons et tu dis ah ouais, c'est l'endroit juste, c'est ça. On est au bon endroit. Ouais. De quoi tu es la plus fière aujourd'hui? Je suis fière d'avoir su explorer toutes les possibilités qui m'ont été données et de ne pas avoir laissé de côté ou de ne pas avoir je suis fière de ne pas avoir perdu mon temps
parce que j'ai vraiment l'impression aujourd'hui que j'ai fait beaucoup de choses, mais des fois il faut que je m'arrête, mais je dis mais Ornella, regarde, tout ce que tu as fait ne serait-ce que dans les 4-5 dernières années, mais c'est juste énorme. Et comme beaucoup de personnes qui font des changements dans leur vie, c'est parce que c'est des personnes qui sont curieuses, qui ont besoin d'aller au-delà de leurs possibilités. Je suis assez exigeante envers moi-même. Et du coup, parfois, je ne pèse pas la valeur de ce que je fais. Et j'ai besoin de m'arrêter et de regarder et de dire, voilà, tu as fait ça, ça, ça. C'est énorme. J'ai besoin de me conforter comme ça. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé recevoir et du coup que tu aimerais donner aujourd'hui? Alors, je pense que je peux pas donner un conseil, je peux juste dire aux personnes d'essayer de s'écouter et de ne pas vivre pour les autres, mais de vivre pour soi. Et je dirais que déjà, conseil, c'est un peu prétentieux parce que c'est dire, il faut faire, non, c'est juste s'écouter soi-même parce que la personne qui nous aime le plus, ce sont nous-mêmes. Je sais pas comment. C'est apprendre à s'aimer soi-même, oui, parce que voilà, on sera toujours l'un avec l'autre. L'un avec l'autre, exactement. Et ça, c'est facile à dire, mais c'est pas si évident à faire parce que on est toujours dans le regard des autres. Hein, et on se voit toujours à travers le regard des autres. Et ça, c'est la chose la plus difficile à faire. Mais s'il y a un conseil entre guillemets, c'est vraiment de ne pas avoir peur de s'écouter et de s'aimer, malgré toutes les différences qu'on peut avoir. Et c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné? C'est pas un conseil, c'est quand je suis allée voir cette fameuse kinésiologue, elle m'a dit une chose qui m'a parlé, même si je disais tout à l'heure j'ai encore du mal avec ça. Elle m'a dit mais t'as vraiment des capacités. Et en fait, c'est la première fois que quelqu'un m'ait parlé de quelque chose à l'intérieur de moi et qui me donnait confiance sur des capacités. Donc ça, on va dire, c'était pas un conseil, mais c'est une phrase qu'on m'a dit qui m'a interpellée, qui m'a peut-être fait changer beaucoup de choses. C'est quoi tes prochains défis? Alors, mes prochains défis, c'est l'écriture d'un autre livre, mais cette fois-ci plus porté sur le transgénérationnel. Et mon défi, c'est déjà de faire aussi connaître l'iridologie et de faire comprendre que à travers cette analyse, on peut vraiment voir énormément de choses, mais même au niveau de tout ce qui est énergie perturbée au niveau familial. Donc, mon prochain défi, c'est l'écriture de ce livre qui va parler notamment de transgénérationnel et de tout ce que on hérite dont on n'est pas conscient. Pas au niveau constitutionnel, là, je parle vraiment au niveau. Oui, bien sûr. Voilà. Ouais, il y a à la fois les souvenirs transgénérationnels et les héritages transgénérationnels qui sont des choses différentes, mais qui peuvent énormément impacter la vie de chacun. Oui. C'est sûr. Moi, je sais que j'ai été nettoyée à la fois de souvenirs et d'héritages. Et en effet, tu sens vraiment qu'il se passe vraiment des choses dans ta vie qui bougent. Oui. Et ça s'est passé comment, du coup, l'écriture de là? Donc, tu as écrit un livre qui s'appelle L'iridologie, l'œil miroir de notre santé mentale, santé physique, mentale et émotionnelle chez Erol. Comment ça s'est passé? Tu as été contacté par eux? Tu les as contactés? Alors, Erol, on va dire que moi, j'écoute beaucoup de podcasts et notamment un podcast très connu, Métamorphose. Hein. Ouais, c'est le seul que j'écoute, j'adore. Voilà. Et en fait, un jour, j'étais déjà en train d'écrire le livre et je m'étais fait une liste d'éditeurs qui publient des ouvrages un peu comme ça dans le développement de soi, bien-être, etc. Et donc, parmi les éditeurs que j'avais notés, il y avait Erol. Et puis un jour, j'écoute ce podcast
je marche beaucoup et en marchant, j'écoute le podcast et j'écoute le podcast sur la numérologie. Justement. Avec Lydie Cassel? Oui, exactement. Ouais. Et du coup, elle, à un moment donné, elle dit, puis j'ai eu la chance de tomber sur un éditeur qui m'a fait confiance, elle dit Erol. Et du coup, je suis rentrée à la maison et j'ai regardé dans la liste et j'ai dit oui, ils sont là. Donc, je leur ai écrit en leur proposant mon manuscrit et ben tout de suite, elle m'a répondu, c'était Agnès Fontaine m'a répondu et m'a dit oui, on est intéressé, envoyez-nous le manuscrit. Et du coup, ben voilà, ça s'est fait vraiment comme ça. Je n'ai pas vraiment cherché ailleurs. Super. C'était là vraiment, c'était pour le coup le podcast qui m'a donné voilà la piste à suivre. Génial. Et en parlant de livres, est-ce que tu as un conseil de lecture à partager avec nous? Alors plusieurs, mais en fait, après moi je lis beaucoup aussi en anglais, mais je sais pas si par exemple c'est le mot Good Vibes, Good Life, je sais pas si ça existe en français, mais c'est vraiment super parce que d'une part, même pour les gens qui n'aiment pas trop lire, je sais pas si tu vois, mais c'est voilà. Écrit en gros. C'est écrit, voilà, en gros, ouais. Et les pages sont pas très longues. Du coup, on commence un chapitre et on se dit, bon, si j'en ai assez au bout de 2 minutes, je vais pouvoir continuer. Et puis, il y a beaucoup de livres sur l'iridologie, mais bon, ça c'est un peu plus particulier. Et il y a aussi un livre qui m'a beaucoup parlé, et c'est le Quantum Touch, le pouvoir de guérir, parce que ça explique un peu, voilà, comment l'énergie est quelque chose d'éternel. Voilà. À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte? J'ai envie de dire merci à mon fils, qui n'est plus là, mais qui est là, qui n'est plus là physiquement, mais qui est là. Parce que c'est grâce à lui que je suis là où je suis aujourd'hui. Et c'est vraiment le cadeau de ma vie. Merci beaucoup, Ornella, de t'être livrée comme ça derrière mon micro. Avec merci. Plaisir. Merci. J'espère de tout cœur que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Pour moi, c'est énorme. Pour continuer à suivre les aventures de mon invité et recevoir des conseils pour écouter votre petite voix, inscrivez-vous à la newsletter et suivez Pourquoi pas moi sur Instagram. Vous avez tous les liens dans les notes de l'épisode. Et évidemment, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Je vous dis donc à vendredi pour la newsletter et à dans 15 jours pour le prochain épisode.